Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, les questions de priorité à droite, à coup sûr, tu auras cette question lors de l'examen officiel du code de la route. C'est une question récurrente qui tombe souvent et parfois même, il y a plusieurs questions de priorité à droite dans un même test officiel. Parfois 2, parfois 3, parfois même 4. Alors, comme c'est une question qui est importante, on va tout voir sur la priorité à droite. Comme ça, tu sauras tout sur cette notion. Alors, deux cas va se présenter à toi. Le cas où tu devras la priorité à droite et le cas où c'est toi qui auras la priorité sur les véhicules venant de droite. Alors, tout d'abord, parlons des cas où tu devras céder la priorité à droite. Le premier cas, c'est quand tu abordes une intersection sans aucune signalisation. Il y a zéro signalisation. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est le véhicule qui est à ta droite qui est au prioritaire et tu devras donc lui céder la priorité à droite. Le deuxième cas, c'est s'il y a ce panneau. Ce fameux panneau, ce panneau indique que tu dois céder la priorité au véhicule venant de droite. Donc là, on vient de voir la part où tu n'as pas la priorité. Voyons donc maintenant quand est-ce que tu as la priorité. Alors, plusieurs cas existent. On va aborder les trois principaux. Alors, tout d'abord, si tu rencontres ce panneau t'indique que c'est toi qui es au prioritaire seulement à la prochaine intersection. Ensuite, si tu rencontres ce panneau, c'est un panneau de priorité qui t'indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer. Et ensuite, il y a un troisième cas très important et que vous oubliez souvent. Le troisième cas où tu es prioritaire, c'est le cas où un véhicule sort d'une voie privée. Alors, une voie privée, c'est un appartement, c'est une maison, c'est un immeuble, c'est le parking d'un centre commercial, c'est un commerce. Voilà. Si un véhicule sort d'une voie privée, tu n'as pas à lui céder la priorité, même s'il vient de droite. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans la rue, il est dans un endroit privé. Et en général, comment savoir qu'un véhicule sort d'une voie privée ? En regardant le trottoir. S'il y a un bateau, ça c'est ce qu'on appelle un bateau, c'est-à-dire un affaissement de trottoir. Alors on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau vu de profil. Si tu vois qu'il y a un bateau sur le trottoir, ça veut dire que c'est une voie privée et donc tu n'as pas à céder le passage à un véhicule qui sort d'une voie privée. Alors, vu que c'est une question importante, on va faire aussi un petit récapitulatif. Tout d'abord, les cas où tu dois céder la priorité. Tu dois céder la priorité si tu abordes une intersection sans aucune signalisation ou alors si tu as le panneau priorité à droite. Concernant les cas où tu as la priorité, on a 3 cas. Tout d'abord, le cas où si tu vois ce panneau qui t'indique que tu es prioritaire à la prochaine intersection, si tu rencontres ce panneau qui indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer, ou alors si un véhicule sort d'une voie privée.
Donc ici, pour répondre à la question, je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Bah oui, pourquoi ? Bah tout simplement parce que on a le panneau priorité à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Je peux m'insérer sur la file située à ma gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, première chose. Regarde la ligne qui te sépare de la file qui est à gauche. Cette ligne, elle est discontinue. C'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Donc cette ligne de dissuasion te dissuade, t'empêche ou t'interdit, c'est ça, dissuader, cette ligne t'interdit de la franchir. Tu n'as pas le droit de franchir cette ligne, à part à 2 exceptions. Ces exceptions, tu pourras les voir dans l'information directement. Donc ici, strictement interdit de franchir cette ligne et donc d'aller sur la file de gauche. Surtout que, deuxième raison, si tu regardes le rétroviseur intérieur, sur cette file, il y a déjà un véhicule. Donc, pour ces 2 raisons, je ne peux pas m'insérer sur la file de gauche. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 3. Je contrôle les véhicules. À droite, oui réponse A, non réponse B. À gauche, oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, on se trouve dans une rue avec à droite des véhicules garés en créneau et à gauche des véhicules rangés en bataille sur un emplacement de parking. Alors, dans ce cas-là, il va falloir être vigilant des 2 côtés. Tout d'abord, à droite. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a des véhicules garés en créneau, il peut y avoir, par exemple, des enfants entre les voitures qui sortent inopinément de ces emplacements. À notre gauche, on a un parking, donc il est très probable que des véhicules veuillent sortir de leur place de parking, comme c'est le cas ici devant nous, à gauche. Donc, j'effectue mes contrôles à droite et à gauche. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 4. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, tu vois bien qu'il y a donc la voiture grise devant nous qui s'insère inopinément sur notre voie. Et regarde bien, il a mis son clignotant droit. Derrière nous, il y a aussi une voiture qui nous colle. On sait qu'elle nous colle parce que on voit pas ses roues. Dans ce cas-là, effectivement, la voiture de devant s'insère inopinément, donc je ralentis. Aussi, ce qui est judicieux de faire, c'est de faire ce qu'on appelle des feux stop. Alors, c'est quoi un appel de feu stop ? C'est comme des appels de feu de route, mais pour l'arrière. En fait, les appels de feu stop vont permettre de communiquer avec le véhicule qu'il y a derrière toi en faisant des appels de feu stop. Alors,
c'est quoi un appel de feu stop? Quand tu freines, ça va allumer les feux stop arrière. Hein? Donc voilà, là tu freines, ça va allumer les feux stop arrière. Et si tu freines à plusieurs reprises, eh ben ça va faire des appels de feu stop. Et ça va prévenir la voiture derrière toi qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un danger. Lequel, il sait pas, mais il sait qu'il y a quelque chose. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 5. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois réponse A, protéger, secourir, alerter. Réponse B, protéger, alerter, secourir. Dans ce cas, la personne est inconsciente. Afin de la secourir, réponse C, je retire son casque. Réponse D, je l'écarte de la chaussée. Alors, si vous êtes témoin ou partie prenante d'un accident avec dommages corporels, vous devez tout d'abord protéger, ensuite alerter et en dernier lieu secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. P-A-S. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Alors, ici, on est dans le cas d'un motard inconscient. Alors, surtout, lorsque vous avez affaire à un motard, ne jamais retirer son casque. Vous pouvez par exemple, afin qu'il respire mieux, vous pouvez relever la visière, mais ne jamais retirer le casque. Est-ce que je l'écarte de la chaussée? Non, la personne est inconsciente, donc il ne faut jamais écarter une personne vers le bord de la route si elle est inconsciente. À part risque de suraccident, bien sûr. Mais dans les cas généraux, on ne fait pas ça. La victime est inconsciente, donc la bonne chose à faire ici, c'est de la mettre en PLS, donc en position latérale de sécurité. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 6. Je veux aller tout droit. Je dois céder le passage au cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on arrive à un sujet qui est quand même assez important lorsqu'on passe le code de la route. C'est les rétrécissements de voies, et notamment la priorité lors des rétrécissements de voies. Regardez ici dans cette situation, en face de nous on a une voie rétrécie. Vous voyez bien qu'on ne peut pas passer à deux voitures, même ici un vélo et une voiture. Regardez bien, il y a un petit panneau d'indication avec deux flèches. Une flèche blanche et une flèche rouge. Alors, là, on est typiquement dans un rétrécissement de voie qui est régulé par des panneaux de signalisation. Alors, ici, je vous ai fait une petite animation où on voit un rétrécissement de voie. Les rétrécissements de voie sont généralement en fait régulés par des panneaux.
en général 2 panneaux. Un panneau d'indication, bleu, et un panneau d'interdiction. Donc circulaire, cerclé d'un rouge sur fond blanc. Alors, regardez ici le véhicule à gauche. Le véhicule de gauche voit le panneau d'indication. Donc ce panneau d'indication a une flèche blanche et une flèche rouge. La flèche blanche est de son côté. Il est du côté droit. La flèche rouge vient dans son sens inverse. Donc lui, ce qui le concerne, c'est la flèche blanche. La flèche est blanche, donc il a la priorité. Alors que le véhicule qui vient de droite, lui, ce qu'il voit, c'est un panneau d'interdiction. Et regardez, la flèche est rouge sur le côté droit et noire sur le côté gauche. Donc lui, la flèche qui le concerne, c'est la flèche rouge. Tout ça pour dire que le véhicule qui vient de droite voit le panneau d'interdiction avec la flèche rouge de son côté. Il n'a donc pas la priorité. Alors que le véhicule qui vient de gauche, lui, a un panneau d'indication avec une flèche blanche sur son côté. Donc, il a la priorité. Donc, ici, c'est d'abord le véhicule de gauche qui passe. Et ensuite, le véhicule de droite qui passe en deuxième position. Alors, si on revient à notre cas. Ici, certes, on a un panneau d'indication. La flèche blanche est de notre côté, donc on a la priorité. Donc, on a la priorité. Normalement, on devrait passer. Oui, mais seulement là, il y a des vélos qui sont déjà engagés. Les vélos sont déjà engagés. Donc, étant donné qu'ils sont déjà engagés, on n'a pas la priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Je roule à 80 km/h. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, il faut savoir que les nouveaux examens, donc issus de la nouvelle réforme, prennent toujours en compte au moins une question sur les distances. Distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance durant le temps de réaction. Donc il faut que vous sachiez absolument calculer ces distances. Donc pour ça, vous pouvez aller dans la formation. Mais en tout cas, vous allez toujours avoir, sur la série de 40 questions, un calcul de distance. Alors, pour revenir à notre question, on va se baser sur les lignes de rive. Donc, vous savez que les lignes de rive, les tréplins font 3 mètres, les intervalles 3 mètres 50. Donc la distance de sécurité, elle est au moins égale à la distance parcourue en 2 secondes. Bon, petit rappel quand même pour ceux qui ne le savent pas. Donc la vitesse est de 80 km/h. Le chiffre des dizaines, c'est 8. Donc, tout d'abord, on multiplie le chiffre des dizaines par 3. Donc 3 fois 8, qui donne 24. Puis ensuite, le résultat, donc 24, on le multiplie par 2, ce qui donne 48. Et ce qui nous donne donc une distance de sécurité de 48 mètres. Ici, au vu des intervalles de rive, enfin des lignes de rive plutôt, on voit qu'on est vraiment en dessous des 48 mètres. Là, on doit être... il y a 2 lignes blanches, une ligne, une intervalle. Donc on doit être à 3 mètres, 3 mètres, 3,5. On n'est même pas à 10 mètres là. Voilà. On n'est même pas à la 10 mètres de la voiture qui nous devance. Donc on est vraiment très très loin de la distance de sécurité qui est de 48 mètres. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Avant de m'engager, je contrôle à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, je me retrouve dans une intersection où j'ai très très peu de visibilité à gauche. Donc, lorsque je vais m'engager, je ferai mes contrôles à gauche au cas où, si par exemple, un usager vulnérable comme un vélo aurait lui-même grillé son feu. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. J'ai le droit de circuler en feu de croisement? Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de route? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est de nuit, hors agglomération. Donc, je dois obligatoirement mettre mes feux de route. Surtout qu'il n'y a aucun véhicule en face de moi ou qui arrive vers moi. Donc ici, est-ce que j'ai le droit de circuler en feu de croisement? Non, parce qu'on est on est hors agglomération non éclairée. Est-ce que j'ai le droit de circuler en feu de route? Oui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 10. Je dépasse le cycliste à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici on a un cycliste à notre droite. Alors, vous devez savoir que pour dépasser un cycliste en agglomération, il faut laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Regardez bien sur le rétro-gauche. Sur le rétro-gauche, on a une moto très proche de nous. Le problème qu'on va avoir ici, c'est que si je me dépasse à gauche pour respecter l'intervalle de sécurité avec le vélo, je risque tout bonnement de percuter la moto en interfile. Donc, dans cette situation, je ne dépasse pas le vélo. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 11. Ce panneau indique l'obligation d'équiper son véhicule. Réponse A, de chaîne à neige. Réponse B, de pneus hiver. Si je possède un 4x4, les chaînes doivent être équipées sur réponse C, 2 roues motrices. Réponse D, 4 roues motrices. Alors, ce panneau, il est vraiment très spécifique. Et je vous avouerai qu'en fait,
il est un peu compliqué. Il est un peu compliqué et ça c'est vrai. Alors, qu'est-ce que veut dire ce panneau ? Eh ben ça dépend. Ça dépend. Il veut dire deux choses. Soit il vous oblige à équiper vos roues de dispositifs antidérapants amovibles, ou bien d'équiper votre véhicule de pneus hiver. Alors, c'est quoi un dispositif antidérapant amovible ? Ben, c'est soit des chaînes métalliques, comme tu le vois ici, soit des chaînes textiles. On appelle ça aussi des chaussettes. Les pneus hiver, c'est quoi ? Ben, c'est des pneus spéciaux et tu les reconnais parce qu'ils sont estampillés sur le flanc 3P MSF, qui veut dire Three Peak Mountain Snowflake. Alors, en général, c'est pas marqué 3P MSF, mais il y a le petit logo, et regardez le logo, c'est quoi ? C'est 3 pics, Three Peak, qui représente une mountain, et à l'intérieur, il y a un flocon de neige, Snowflake. C'est pour ça qu'on appelle ça, ce logo, le Three Peak Mountain Snowflake. Alors, il y a quand même des petites particularités. Si tu équipes tes roues de dispositifs antidérapants amovibles, alors tu dois savoir que tu dois les équiper sur toutes les roues motrices. Toutes les roues motrices. C'est-à-dire que si tu as un 4x4, ça a 4 roues motrices, il faut que tu équipes tes roues de dispositifs antidérapants sur les 4 roues. D'accord ? Pareil, concernant les pneus hiver, si tu décides d'équiper ton véhicule de pneus hiver, tu dois équiper ton véhicule sur toutes les roues. Alors, il y a encore une fois une particularité sur ce panneau d'obligation. Alors, ce panneau d'obligation, donc ici, t'oblige à mettre des dispositifs antidérapants amovibles seulement si la route est enneigée. Si elle n'est pas enneigée, t'as pas à mettre de dispositifs antidérapants. Alors là, normalement, tu dois dire, ok, d'accord, donc si la route elle n'est pas enneigée, je suis pas obligé de mettre de chaînes antidérapantes. Mais si la route elle n'est pas enneigée, est-ce que je suis obligé d'équiper mon véhicule de pneus hiver ? Ah ah. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je réserve ça à ceux qui vont dans l'information. Et c'est une question importante. C'est une question importante. Donc, pour revenir à la question, ce panneau indique l'obligation d'équiper son véhicule de chaîne à neige, oui, réponse A. De pneus hiver, oui, réponse B. Si je possède un 4x4, donc d'un véhicule équipé de 4 roues motrices, alors je dois équiper les chaînes sur les 4 roues motrices, réponse D. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Question numéro 12. Je peux dépasser le véhicule blanc. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, on se remet la vidéo. Regardez bien le rétroviseur intérieur et extérieur. On voit un véhicule qui se rapproche, qui grossit dans les rétros. Jusqu'à ce que, regardez là, hop, on le voit plus. Donc, il est passé dans l'angle mort. Donc ici, est-ce que je peux dépasser le véhicule ? La réponse est non. Question numéro 13. Je circule sur une route à sens unique. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, ça, c'est vraiment une question récurrente et qu'on a souvent vu donc, dans les vidéos YouTube et dans la formation. Pour savoir si on roule sur une route à sens unique, on regarde la ligne de rive à gauche. Donc ici, c'est une ligne blanche continue qui indique qu'on circule sur une route à sens unique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Au passage piéton, je m'arrête. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, comme tu le vois, on arrive sur un passage piéton. Et manque de bol, il y a un piéton. Hein. Juste ici, il y a un piéton qui est en train de traverser le passage piéton. Donc bien sûr, on va s'arrêter au passage piéton. Sinon, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Donc refus de priorité, c'est contravention de 4e classe, 6 points de retrait sur le permis de conduire et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Je roule hors agglomération. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1 mètre, réponse B, 1,50 m. Je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut que tu saches que l'intervalle de sécurité pour dépasser un usager vulnérable hors agglomération est de 1,50 m. Aussi ici, tu vois bien qu'on est dans un virage et qu'on manque de visibilité. Une voiture pourrait venir en sens inverse. Donc, je ne peux pas dépasser ce cycliste pour le moment. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 16. Je ne me suis pas arrêté à un contrôle de police. J'ai donc commis, réponse A, un délit de fuite, réponse B, un refus d'obtempérer. Alors faites très attention à cette question parce qu'elle est très fréquente dans les examens du code de la route. Alors, c'est quoi la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer? Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident et que vous ne vous arrêtez pas pour réaliser un constat, par exemple, ou pour aider une victime. Un refus d'obtempérer, c'est différent. Un refus d'obtempérer, c'est lorsque vous refusez d'obéir à un ordre légal d'un agent de police. Donc ici, si je ne me suis pas arrêté à un contrôle de police, j'ai commis un refus d'obtempérer. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 17. Cet appareil est un... Réponse A, éthylotest. Réponse B, éthylomètre.
Alors là, c'est vraiment une question de cours. Donc ici, on a affaire à un éthylotest. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un éthylomètre, vous pouvez aller dans la formation. Et vous en saurez beaucoup plus sur les éthylotests, les éthylomètres, qui a le droit d'avoir un éthylomètre, qui a le droit d'avoir un éthylotest, le taux d'alcool autorisé pour les probatoires, pour les non probatoires, le taux d'alcool délictuel, le taux d'alcool contraventionnel. Ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. La rue est étroite et un camion arrive en sens inverse. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors, comme tu le vois ici, on est sur une rue à double sens de circulation. La rue est étroite et on a un camion qui vient en sens inverse. Donc dans ce cas-là, je ralentis parce qu'on est dans le cas d'un croisement qui sera difficile. Pour en savoir plus sur les croisements difficiles, je vous incite fortement à aller dans la formation. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Je prends en compte les indices. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D. Alors ici, on est sur une voie d'assertion. Bien sûr, il faut prendre en compte la signalisation, le céder le passage en A, notre vitesse en D, bien sûr, les usagers qu'il y a derrière nous en B. Par contre, le camion qui circule en sens inverse sur une route en plus à chaussée séparée n'a aucune utilité. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Question numéro 20. Mon véhicule n'a pas de place arrière. Je peux transporter, réponse A, un adulte. Réponse B, un enfant de 9 ans. Réponse C, un enfant sur un siège à coque face à la route. Alors, j'adore cette question parce que ça montre si oui ou non vous connaissez bien le code de la route. D'ailleurs, par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un siège à coque, ça va être compliqué de répondre à cette question. Bon, c'est pas grave, hein, vous êtes là pour apprendre, vous êtes dans un processus pédagogique, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà revenir sur la réglementation. Il faut que tu saches que y a deux catégories de passagers. Tu as les passagers de plus de 10 ans et les passagers de moins de 10 ans. Alors, les passagers de plus de 10 ans, eux, peuvent s'installer sur les places arrière et sur les places avant d'un véhicule. Par contre, les passagers de moins de 10 ans, eux, ça va être vraiment différent. Premièrement, ils devront être installés sur des sièges adaptés répondant à une certaine homologation. C'est ce qu'on va voir après. En plus de ça, les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas s'installer à l'avant d'un véhicule. Ils sont obligés d'être installés à l'arrière. Par contre, il y a 3 exceptions. Donc, tu peux installer un enfant de moins de 10 ans à l'avant si le véhicule ne dispose pas de place arrière,
si toutes les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans, et si tu utilises un siège à coque, alors un siège à coque c'est ça, que tu places dos à la route et en désactivant l'airbag passager. Alors, on va, pour répondre à la question, il faut revenir à quels sont ces sièges adaptés pour les enfants de moins de 10 ans. Alors, ces sièges adaptés répondent à une réglementation qui va découler une homologation. Alors, il existe 2 homologations pour les sièges enfants. Vous avez l'ancienne homologation, qu'on appelle l'homologation R44. Tiens, d'ailleurs, je vous ai mis ici l'étiquette qu'il y a sur ces sièges. Donc, vous voyez bien, il y a marqué en bas R44. Et cette homologation classifie les sièges selon le poids de l'enfant. Vous voyez ici, il y a marqué 9 kg, 18 kg. Ça, c'est l'ancienne réglementation, on ne va pas en parler. La nouvelle réglementation, elle, c'est ce qu'on appelle la réglementation R129. Donc, si vous regardez bien, ici, c'est l'étiquetage qu'il y a sur les sièges de cette homologation. Donc, il y a bien marqué ici le numéro de l'homologation, 129, et cette homologation classifie les sièges selon, cette fois-ci, la taille de l'enfant. Et regardez ici, il y a marqué quoi ? 100, 150 cm. Alors, dans cette homologation, il existe 3 grands types de sièges pour enfants. Tout d'abord, vous avez le siège à coque qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce siège à coque, c'est pour les enfants qui mesurent jusqu'à 83 cm. Ce siège à coque, vous pouvez le placer à l'arrière du véhicule face à la route, mais également à l'avant du véhicule, à condition qu'il soit placé dos à la route et que l'airbag passager soit désactivé. Ensuite, vous avez le siège qu'on appelle baquet, qui sont adaptés pour les enfants qui ont une taille allant jusqu'à 1 mètre. Ces sièges baquets, vous pouvez seulement les installer à l'arrière du véhicule, donc face à la route. En dernier lieu, vous avez ce qu'on appelle le siège avec dossier. Ça, c'est pour les enfants de moins de 10 ans qui mesurent plus de 1 mètre. Ce siège-là, vous pouvez les placer à l'arrière du véhicule, mais également à l'avant du véhicule. Par exemple, si les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants de moins de 10 ans ou si la voiture ne dispose pas de siège arrière. Alors attention, ce siège-là, vous n'avez pas le droit de le placer dos à la route. Ce siège-là, il faut le placer face à la route. Et il faut activer cette fois-ci l'airbag passager, contrairement au siège à coque. Donc maintenant que vous savez tout ça, pour répondre à la question, regardez bien la question. Il y a écrit « Mon véhicule n'a pas de place arrière ». Donc on est dans la condition où ce véhicule ne dispose pas de place arrière. Est-ce que je peux transporter un adulte ? Alors ça oui, un adulte peut aller n'importe où, à l'avant, à l'arrière. En plus ici, l'airbag passager est activé. Donc oui. Est-ce que je peux transporter un enfant de 9 ans ? Bah oui. Pourquoi ? Bah parce que mon véhicule n'a pas de place arrière. On est dans une des exceptions à la règle. Et en plus de ça, regardez, l'airbag est activé. Donc, la réglementation, là, elle est totalement satisfaite. Est-ce que je peux placer un enfant sur un siège à coque face à la route ? Bah non. Alors déjà qu'on n'a pas le droit d'installer un siège à coque à l'avant face à la route, c'est dos à la route. Et en plus, regardez ici, l'airbag passager est activé. Donc on a 2 fois pas le droit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 21. Je m'arrête. Réponse A, pour baisser le son de la radio. Réponse B, pour entrer une adresse sur le GPS.
Alors, pour baisser le son de la radio, vous n'avez pas besoin de vous arrêter, parce que ça ne va pas vous prendre énormément d'attention. Par contre, pour entrer une nouvelle adresse sur le GPS, oui, là il va falloir s'arrêter pour initialiser votre GPS. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 22. Le van blanc risque de dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, en face de nous, on a un van blanc qui a sur sa droite un cycliste. Donc il y a de grandes chances pour que ce van veuille dépasser ce cycliste. Donc, ce que je fais, c'est que je ralentis au cas où il viendrait chevaucher la ligne sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 23. Ce véhicule sort de sa place de parking. Réponse A, je freine brusquement. Réponse B, je place mon pied devant le frein. Réponse C, j'accélère. Alors, dans cette situation, on a devant nous donc une voiture qui souhaite sortir de sa place de parking et regarder le rétroviseur intérieur. On a une voiture qui nous colle de très proche. Donc, si je freine brusquement, ce qui va se passer, c'est que la voiture derrière risque de me taper. Si j'accélère et que la voiture sort brusquement de son emplacement, je risque aussi moi de taper la voiture qui sort de son emplacement de parking. Donc ce que je fais ici, c'est que je maintiens mon allure et je place mon pied devant le frein au cas où si la voiture sort brusquement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 24. Les usagers de trottinettes n'ont pas à respecter le code de la route. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors si, évidemment, même les piétons doivent respecter le code de la route. Tous les usagers de la route doivent respecter le code de la route. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 25. Je suis dans un parking. Je roule en 3e vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un parking, je roule en première ou en deuxième. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 26. Si je suis fatigué, réponse A, j'augmente mes distances de sécurité. Réponse B, je m'arrête dès que possible. Réponse C, j'augmente mon allure pour arriver plus vite à destination.
Alors, si vous êtes fatigué, la première chose à faire, c'est de s'arrêter dès que vous en avez la possibilité pour vous reposer. Entre-temps, bien sûr, il sera préférable d'augmenter vos distances de sécurité avec les véhicules que vous suivez. Pourquoi ? Parce que dans un état de fatigue, notre temps de réaction s'allonge. Par contre, la dernière chose à faire, c'est d'augmenter son allure pour arriver plus vite. Augmenter son allure, c'est augmenter ses probabilités d'avoir un accident. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 27. Je charge mon vélo à l'arrière, je m'assure que les feux et la plaque d'immatriculation soient visibles. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, effectivement, vos feux et vos plaques d'immatriculation doivent toujours être visibles. Peu importe la situation. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Une conduite éco-responsable, c'est A. Rouler en sur-régime. B. Alléger le véhicule. C. Rouler moins vite. D. Limiter la climatisation. Alors, une conduite éco-responsable, c'est une conduite qui est écologique et économique. Alors, pour ça, dans l'information, j'ai mis ce schéma que vous voyez ici et qui répertorie en fait les comportements à avoir pour une conduite éco-responsable. Donc, parmi ces comportements, il y a effectivement le fait de rouler moins vite, de limiter la climatisation, très important, et d'alléger le véhicule. Par contre, le fait de rouler en sur-régime ne vous permettra pas d'avoir une conduite éco-responsable. Bien au contraire. Rouler en sous-régime ou en sur-régime va vous faire consommer plus. Donc les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 29. Le feu clignote à l'orange. Je vais devoir céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on a vu à plusieurs reprises dans les vidéos que lorsqu'un feu clignote à l'orange au milieu, c'est qu'il est en panne. Étant donné qu'il est en panne, alors c'est la priorité à droite qui régit l'intersection. Cependant, il y a une particularité. Pourquoi ? Parce que sur ce panneau est affiché un panneau de priorité. Et ce panneau indique que tu as la priorité à la prochaine intersection. En fait, il y a une particularité. Lorsque le feu est en panne et qu'il a un panneau de priorité attaché à lui, alors ça veut dire qu'il remplace le feu. Ça veut dire qu'il te donne en fait le régime de priorité dans le cas où le feu est en panne, comme on peut le voir ici sur la photo. Alors, c'est pour ça que c'est important de se former, parce que parfois vous pensez connaître quelque chose, mais vous ne le connaissez pas dans son intégralité. Et encore là, on a vu juste une petite partie, on va dire, des connaissances sur les feux orange clignotants et des panneaux qui peuvent s'y trouver.
et d'autres choses encore. Hein. Donc c'est vraiment une toute petite partie. Hein. D'où l'importance de se former, parce que parfois on croit connaître des choses, mais on les connaît pas, en tout cas pas en totalité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 30. Ce pictogramme est un voyant. Réponse A, de plaquettes de frein. Réponse B, de liquide de freinage. Réponse C, de frein à main. Réponse D, de frein moteur. Bon, encore une fois, c'est une question vraiment très simple, hein, de cours basique. Ça, c'est le pictogramme de plaquettes de frein, tout simplement. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 31. Le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers signes de somnolence est multiplié par réponse A, 3 à 4, réponse B, 4 à 5, réponse C, 11 à 12. Alors, encore une fois, ça c'est une question de cours qui est souvent posée lors des nouveaux examens du code de la route. Donc là, je vous montre le document que vous pouvez retrouver donc, dans la formation. Et donc, effectivement, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents sur autoroute. Et le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers risques, les premiers signes de somnolence sont multipliés par 3 ou 4. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Ce véhicule s'engage sur la route principale. Il bénéficie de la priorité à droite sur les véhicules venant de sa gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Il doit marquer l'arrêt avant de s'engager. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, les véhicules qui viennent de sa gauche devront lui laisser la priorité à droite. Alors, oui, mais ça c'est quand t'es dans une route normale. Là, il sort d'un chemin de terre. Quand un véhicule sort d'un chemin de terre, il ne bénéficie pas de la priorité de passage. C'est-à-dire, il ne bénéficie ni de la priorité à droite, ni de la priorité à gauche, ni aucune priorité. Aussi, ici, il n'est pas obligé de s'arrêter avant de s'engager sur la route. S'il n'y a personne sur la route, il peut s'engager sans s'arrêter. Par contre, il devra céder le passage aux véhicules qu'il y a sur la route, s'il y en a. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu foi à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est
est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Moins de 5 heures de sommeil multiplie le risque d'accident par réponse A, 3, réponse B, 5. 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie. Réponse C, de 0,4 mg par litre d'air expiré. Réponse D, 0,8 g par litre de sang. Alors ici, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, moins de 5 heures de sommeil multiplie le risque d'accident par 3. Et 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie de 0,4 mg par litre d'air expiré, c'est-à-dire 0,8 g par litre de sang. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Question numéro 34. Ce camion transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A, non, réponse B. Ce camion transporte des matières inflammables. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, comme tu le vois, ce camion possède une plaque orange qu'on appelle plaque code de danger. Cela signifie que ce camion transporte des matières dangereuses. Également, juste à gauche, ce camion a aussi une plaque losange qu'on appelle plaque symbole de danger qui indique le symbole du danger. Ici, ce symbole indique que ce camion transporte des matières inflammables. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 35. Un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par réponse A 2, réponse B 10. Alors ça, c'est vraiment une question de cours. C'est soit vous savez, soit vous savez pas. Donc là, je vous montre le document que vous pouvez retrouver dans la formation. Donc, un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang augmente le risque d'accident par 2. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Ce panneau m'interdit de me garer du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, ça c'est une question de cours, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec les panneaux de stationnement. Alors ici, ce panneau vous interdit de vous garer du 16 au 31 du côté où le panneau est implanté. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Je vérifie régulièrement la pression. Réponse A, des pneus avant et arrière. Réponse B, de la roue de secours. Le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la vérification des pneus doit s'effectuer régulièrement, à peu près une fois par mois. Vous devez vérifier les pneus avant et arrière et également la pression de la roue de secours. Pour savoir si le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus, si vous regardez le petit pictogramme, ce pictogramme signifie que le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 38. Conduire et passer un appel via le Bluetooth est passible d'une contravention de 4e classe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Multiplie le risque d'accident par 3, réponse C. 5, réponse D. Alors, il n'est pas interdit de passer un appel via le Bluetooth de votre véhicule. Cependant, c'est très déconseillé car vous multipliez le risque d'accident par 3. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 39. Je peux rouler avec les feux A, B, C ou D.
Alors, là ici, encore une fois, c'est du court. Donc là, on roule dans un temps de brouillard. Donc ici, les feux qui vont être autorisés, ça va être les feux de croisement pour pouvoir croiser les véhicules et les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière et c'est tout. Les feux de route sont interdits en temps de brouillard. Les bonnes réponses sont donc les réponses A, C et D. Question numéro 40. Je suis testé positif au cannabis par les forces de l'ordre durant un contrôle. J'encours alors. Réponse A, un retrait de 4 points. Réponse B, une amende de 4 500 €. Réponse C, une suspension de permis. Réponse D, une immobilisation du véhicule. Alors, comme le montre le document 6 juin que vous retrouverez dans la formation, la consommation de cannabis, c'est comme la consommation de stupéfiants. Hein, c'est un stupéfiant. Le cannabis est un stupéfiant. C'est donc un délit. C'est même plus une contravention. Là, on est passé au-dessus. C'est un délit. Donc, qui est passible d'une amende de 4 500 €. Et encore, ça, c'est pour la première fois que vous faites attraper. La deuxième fois, c'est 9 000 €. Vous encourez 2 ans de prison, une rétention immédiate du permis de conduire, une suspension de permis, une obligation de faire un stage, une immobilisation du véhicule, 6 points en moins, et plus encore. Hein. Là, la liste n'est pas exhaustive. Donc, est-ce que j'encours un retrait de 4 points? Non, c'est un retrait de 6 points. Est-ce que j'encours une amende de 4 500 €? Oui. Une suspension de permis? Oui. Une immobilisation du véhicule? Également. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.